Je profite d'ailleurs de ça pour expliquer aux intervenantes que pour permettre de respecter le timing, je rallumerai ma caméra lorsqu'il vous restera environ 5 minutes de temps de parole. Comme ça, vous aurez un petit indice. Lorsque vous verrez ma tête, vous comprendrez qu'il vous reste que 5 minutes. Un dernier point, donc, pour les participants au webinaire, nous avons prévu donc 2 sessions de questions-réponses. Et je vous inviterai à utiliser la fonction chat de Teams pour pouvoir les poser. Donc, je modérerai ces temps de parole et j'essaierai de faire en sorte que toutes les questions soient traitées. Mais bien évidemment, si le temps nous manque, je reviendrai vers vous avec les éléments de réponse complémentaires. Je l'ai donc mentionné, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis accompagnée de 3 intervenantes que je remercie à nouveau chaleureusement pour leur présence. Donc, vous voyez que nous aurons tout d'abord une présentation de Fabienne Gauthier, qui est chef d'unité sur le thème EU and Place-Based Innovation Ecosystems à l'EISMEA. Donc, Madame Gauthier, encore merci de votre présence aujourd'hui, qui est très utile. Suite à cette première présentation, nous aurons une courte session de questions-réponses, mais pour vous permettre de faire vos premiers retours sur l'EIE, sur cette première présentation qui vous en est faite. J'enchaînerai ensuite, comme vous le voyez, avec une présentation du Work Programme avec un focus sur 2 destinations en particulier, donc Connect et Scale Up, que j'illustrerai via 2 calls qui sont ouverts sur cette première moitié 2022. Et ensuite, suivront 2 présentations de BPI France. Donc, tout d'abord, Charlotte Calvé, responsable du domaine innovation collaborative internationale, qui présentera Eurostars 3. Puis Fanny Delavelle, donc, qui est Europe Manager pour Euroquity, qui vous fera un point en fait sur le dépôt de projet EIE. Parce que nous avons conscience que c'est un instrument nouveau, qui vise donc à créer des écosystèmes, une notion donc peut-être encore vague, incertaine pour certains. Donc l'idée de vous pousser et de vous vulgariser tout ça pour vous montrer comment vous saisir pleinement de ces sujets. Et vous verrez donc, vous voyez donc à la fin, une dernière session de questions-réponses est prévue. Donc sans plus attendre, je peux laisser la parole donc à Madame Gauthier pour qu'elle puisse débuter sa présentation sur l'EIE. Oui, je vois votre présentation, oui. Merci beaucoup, merci Clara. Alors par contre, je ne vous entends pas très bien. Je ne sais pas si c'est juste moi. Non, c'est mon micro, je pense, qui Voilà. était mal placé. Voilà. Merci beaucoup et désolée. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup Clara pour votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter brièvement les écosystèmes d'innovation sous notre programme cadre Horizon Europe. Donc, je suis aussi très contente de pouvoir la faire en français. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de présentation en français, donc je suis ravie et je suis ravie aussi de pouvoir échanger avec vous, sur le sujet, aujourd'hui et puis, et après notre webinar, si la nécessité s'en faisait ressentir. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui avec ma présentation, peut-être certains d'entre vous ont déjà eu quelques présentations sur l'IIC et sur, les écosystèmes d'innovation. Je vais essayer de vous situer le contexte, parce que comme a dit Clara tout à l'heure, c'est une, partie un peu nouvelle, du programme cadre. On n'avait jamais encore eu, de présentation des les écosystèmes, spécifiquement identifiés dans le programme cadre de recherche. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment, s'articulent les écosystèmes, au sein d'Horizon Europe et en particulier par rapport, au sein du pilier 3 d'Horizon Europe et également, quel a été notre raisonnement et les objectifs qu'on a poursuivis pour préparer notre programme de travail qui va vous être présenté tout à l'heure. Donc, sur la présentation, je vais, immédiatement, entrer dans le vif du sujet pour vous situer ce contexte. Donc elle sera essentiellement, par rapport à ce contexte, le contexte des écosystèmes et d'Horizon Europe. Donc, si vous regardez la structure d'Horizon Europe,
En fait, on a le pilier 3 qui est dédié, à une Europe plus innovante et au sein duquel vous trouvez 3 grands chapitres, consacrés au Conseil européen de l'innovation, à l'EIT et également, une nouvelle partie qui n'existait pas dans les programmes cadres précédents, qui est, dédiée spécifiquement, explicitement aux écosystèmes, européens d'innovation. Il y a des budgets qui sont alloués, pour ces, 3 grands piliers 3 grands chapitres du pilier 3, dédié à une Europe plus innovante, qui vise essentiellement à stimuler l'innovation de rupture, afin de créer des nouveaux marchés, pour, nos innovateurs et également pour construire des écosystèmes qui sont, favorables à l'innovation. Donc on a un financement qui est prévu, sous Horizon Europe pour ces 3 grands chapitres et pour les écosystèmes, on prévoit un demi milliard d'euros pour pouvoir, soutenir les écosystèmes d'innovation tout au long du programme cadre. Donc vous voyez ici, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est nouveau. Cela dit, ça ne veut pas dire, qu'on n'a pas soutenu les écosystèmes d'innovation, qu'ils soient locaux, régionaux, ou nationaux, dans les programmes cadres précédents. Non, on a de nombreuses actions, nombreuses actions qui ont été mises en œuvre sous Horizon 2020 et sous les programmes cadres précédents, qui touchaient spécifiquement les acteurs des écosystèmes. Mais là, on a vraiment, une partie dédiée et un financement dédié aux écosystèmes d'innovation. On a une définition très large des écosystèmes d'innovation, sous Horizon Europe. Elle est, principalement centrée sur les acteurs des écosystèmes d'innovation, ce qui fait aussi sa spécificité. Donc les acteurs sont multiples, ça peut aller des universités aux PME, aux startups, aux investisseurs, aux acteurs publics, locaux, régionaux, nationaux, européens. Donc c'est une définition très large, centrée essentiellement sur les acteurs. Donc, voilà, au sein du programme cadre, comme je l'ai indiqué, spécifiquement les écosystèmes d'innovation. Alors que vont faire les écosystèmes d'innovation au sein du programme cadre? Beh, ils vont venir en complémentarité, de l'EIC et de l'EIT. Donc l'EIC, le Conseil européen, d'innovation. Alors pourquoi on a prévu, une section spécifique pour l'innovation en Europe et pour, notamment, aussi les écosystèmes et l'EIC et l'EIT? Tout simplement parce qu'on a différents défis en Europe, on a différents défis à prendre en compte qui sont, de plusieurs sortes et qui traitent aussi, qui concernent aussi les écosystèmes d'innovation européens. Le premier de ces défis, c'est bien sûr, on a, une performance à améliorer en matière d'innovation. On sait qu'on a des systèmes de recherche et des environnements de recherche en Europe qui sont extrêmement performants, mais qui sont très peu ou pas du tout traduits, en innovation. Donc il y a un déficit, d'accès au marché, d'accès à l'investissement, pour nos innovateurs, alors qu'on a, par rapport à d'autres, écosystèmes de recherche, notamment au niveau européen et au niveau global, on a de très solides performances en matière de recherche, en Europe. Et on a également un certain déficit d'innovation de percée, ce qu'on appelle disruptive and breakthrough innovation, donc le déficit d'innovation de percée et de rupture, qui seraient susceptibles de créer des nouveaux marchés, en Europe. Donc c'est, en matière d'innovation, c'est un des principaux défis qu'on a voulu, adresser, à travers notre programme cadre, spécifiquement, adresser l'innovation et notamment l'innovation de percée, l'innovation de rupture. On a également un deuxième défi, qui se pose à nous, qui est celui du financement à l'innovation. Alors qu'on a, de très solides, systèmes de recherche, alors qu'on a énormément, de fonds qui sont disponibles, pour les chercheurs et pour les entreprises en Europe, pour, faire de la recherche et aussi faire de l'innovation, on a quand même, certains déficits au niveau du financement et ces déficits sont très précis. Ils sont situés notamment, dans cette fameuse phase qu'on appelle, on a 2 vallées de la mort, cette fameuse phase de transition entre, le laboratoire et l'entreprise et on a voulu, spécifiquement, mettre l'accent sur cette phase-là, tout au long du cursus, de la recherche et de l'innovation. Ensuite, on a un déficit de financement au stade de la croissance, de nos entreprises et de, nos, et des entreprises, des PME, des startups, qui sont innovantes et qui ont besoin d'un accès au financement et également, de certains types de financement pour pouvoir, se développer et pour pouvoir accéder à d'autres marchés, qu'il s'agisse de marchés, nationaux ou qu'il s'agisse de marchés, hors Union européenne. Donc,
ici, cette phase de croissance rapide, ce qu'on appelle le scaling up, il y a un déficit aussi au niveau européen et c'est précisément ce qu'on a voulu adresser à travers, le pilier 3 d'Horizon Europe, qui est porté sur, l'innovation. Et ensuite, on a un troisième déficit qui est, spécifiquement lié aux écosystèmes d'innovation. Comme vous le savez, on a, en Europe des, écosystèmes, on a de nombreux systèmes de recherche. On a des systèmes de recherche qui sont, très performants. On en a de nombreux parce qu'on a, évidemment, un grand nombre d'États membres et donc ces écosystèmes d'innovation, ils sont très fragmentés à l'échelle européenne. Donc cette diversité des écosystèmes, c'est une richesse, parce que ça permet, d'agir sur la complémentarité de ces écosystèmes de recherche, d'avoir des marchés qui sont différents et auxquels nos innovateurs peuvent accéder, mais ils sont fragmentés à l'échelle européenne. Et donc, on doit essayer au niveau local, au niveau régional, on doit essayer d'intégrer tous ces différents écosystèmes au niveau européen et aussi intégrer les talents et les différents acteurs des écosystèmes de recherche, qu'il s'agisse des universités, des PME, des startups, des investisseurs, des acteurs publics locaux, régionaux ou nationaux ou européens. Et on veut également s'adresser à certains types aussi d'acteurs de l'innovation qui sont notamment les femmes, où on essaye aussi d'avoir des actions afin de stimuler les innovatrices en Europe. Donc voici les différents défis qu'on a voulu adresser sous Horizon Europe et le pilier 3 tend à une volonté de répondre à ces défis. Donc, c'est pour ça qu'on a, l'EIC qui va être soutenu, le Conseil européen de l'innovation et également l'EIT, mais spécifiquement les écosystèmes où ce sont plutôt des actions qui vont venir en soutien, de, la performance de nos écosystèmes, à l'échelle européenne, en complémentarité avec le financement à travers le Conseil européen de l'innovation ou à travers l'EIT. Alors pour le Conseil européen de l'innovation, qu'est-ce que, quelle est sa spécificité? Mais en fait, au sein d'Horizon Europe, c'est une initiative qui est extrêmement ambitieuse. On a un programme de 10 milliards d'euros qui va être dédié à cette innovation de rupture, à cette innovation, radicale, pour aider les innovateurs à, développer, leurs entreprises, développer leur marché et également, à pouvoir obtenir des financements, qui leur permettront, justement d'accéder au marché, qui est ce point faible qu'on a en Europe par rapport à nos innovations. C'est, un système de financement et un mode de financement qui est unique au monde, où on essaye vraiment de s'adresser aux innovateurs en particulier et où on va essayer de, les financer d'une manière différente. Donc on a créé pour ce faire un fonds EIC qui va investir, dans nos innovateurs et notamment sous une forme particulière qui est le capital risque, qui permet également d'attirer les investissements privés, en plus des investissements publics, pour nos innovations. Donc comme je l'ai indiqué, c'est centré sur les innovateurs, c'est ça la spécificité de l'IIC. On va essayer de développer des nouvelles approches de financement. On va essayer d'avoir, de les soutenir, ces innovateurs, dans l'accès au marché, dans l'accès au financement, en complémentarité avec les autres acteurs des écosystèmes qui sont présents en Europe dans les écosystèmes d'innovation. Et c'est précisément ce sur quoi va se focaliser le programme des écosystèmes. Donc l'IIC, très brièvement, c'est un guichet unique pour les innovateurs de percée et de rupture. Donc c'est dans la base légale d'Horizon Europe. On a une approche qui est ouverte à tous les innovateurs. On ne vise pas un domaine en particulier. On ne vise pas une étape en particulier. Les calls sont ouverts sur toute la durée du programme cadre. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on va essayer d'avoir un type de financement qui est plus flexible, qui est centré sur les besoins stratégiques des innovateurs et sur les défis qu'on essaye d'adresser. Donc c'est un milieu très, très compétitif, mais on va justement essayer de soutenir nos innovateurs en Europe. C'est aussi un financement, qui est différent de ce que vous connaissez sous les programmes cadres précédents. Comme vous le savez, sous les programmes cadres précédents, on a surtout des subventions, on a des marchés publics aussi, mais on a surtout un financement qui est fixé sur les subventions et là, à travers, le Conseil européen de l'innovation, on va essayer, d'avoir un financement qui soit aussi
axé sur l'attractivité des investisseurs, non seulement publics, mais également privés. Donc, à travers un investissement qui va se faire sous forme de capital risque, qui va se faire sous forme d'attirer les différents types d'investisseurs pour nos innovateurs, on a une nouvelle démarche dans la manière dont on approche le financement de nos innovations en Europe à travers le programme CAD. Donc ça, c'est une nouveauté essentielle par rapport au système de financement qu'on utilisait par le passé. Ensuite, à travers le programme cadre et à travers l'IIC, on va également soutenir les écosystèmes et les acteurs de ces écosystèmes. On va leur offrir tout un certain nombre de services qui va permettre de les aider dans leur croissance, de les aider dans leur développement. Et donc, ces services, ce sont des services sous forme ou ces soutiens sous forme de coaching, de mentoring, d'accès aux investisseurs, d'accès aux partenaires. On va accompagner aussi les projets de l'IIC avec des programmes managers qui vont les accompagner durant toute la durée du développement de leur programme, de leur projet de recherche, à savoir au moment où ces projets, où l'idée émerge au sein des laboratoires, jusqu'au moment où ils accèdent à cette phase de transition pour accéder au marché et les accompagner vers des investissements, soit en début d'investissement privé, voire à terme d'avoir des investisseurs qui fournissent un investissement plus conséquent, plus important. Donc c'est un accompagnement tout au long de la durée d'un projet ou d'une innovation, et c'est un accompagnement qui va être spécifiquement apporté par l'IIC et également à travers les écosystèmes d'investissement, des écosystèmes d'innovation. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'aider nos innovateurs en Europe et de les aider d'une manière différente comparée au programme 4 précédent. Donc ça, c'est brièvement la partie investissement qui va être principalement réalisée sous forme de subventions ou d'investissements sous forme de capital risque au sein même de ces entreprises à travers l'IIC. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, en complément de l'IIC, on a aussi les écosystèmes d'innovation qui sont spécifiquement identifiés sous le programme cadre. Alors, je vous donne ici sur ce slide la base légale d'Horizon Europe dans le pilier 3, qui vous indique les différentes actions qu'on va mettre en œuvre pour les écosystèmes d'innovation sous Horizon Europe. Je ne vais pas aller dans le détail de ces actions, mais je vais vous donner les principales caractéristiques. On va avoir deux volets pour soutenir les écosystèmes d'innovation sous Horizon Europe. On va avoir un volet plus sous forme, on va dire politique ou policy, dans le sens où on va essayer de réfléchir avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des acteurs d'innovation et des écosystèmes en Europe. On va essayer de réfléchir aux barrières qui sont un frein à l'innovation, quels sont les défis qui se posent aux acteurs de l'innovation au sein même de ces écosystèmes locaux, régionaux ou nationaux, et comment on peut éventuellement les adresser. Parce que ces défis sont changeants. On l'a vu avec la pandémie qui a éclaté il y a 2 ans. Ces défis peuvent être soudains, ces défis peuvent être nouveaux et ils peuvent également évoluer dans le temps. Donc, d'un point de vue d'accompagnement politique des acteurs des écosystèmes en Europe, on a un volet qui est axé sur le soutien politique à travers les acteurs d'innovation en Europe, à travers une coordination politique et un dialogue qu'on va mettre en place. Ça va être fait sous le forum EIC. Si vous regardez également la base légale d'Horizon Europe, on a un système de cofinancement qui va être mis en place, qui va être axé sur la demande. Donc, on a une approche, comme on dit dans notre jargon à la Commission, on a une approche bottom-up qui va être axée sur la demande des acteurs. Quels sont les défis que rencontrent les acteurs en Europe au sein même des écosystèmes et comment on peut les adresser. Et donc, on va essayer à travers cette spécificité, à travers ce chapitre spécifique d'Horizon Europe et du pilier 3 dédié aux écosystèmes, d'accompagner tous ces acteurs avec du financement et avec un volet policy, avec des actions qui sont aussi traditionnelles sous Horizon Europe et que vous connaissez déjà, qui sont des instruments qui ne diffèrent pas en termes de subventions, qui ne diffèrent pas des instruments qu'on connaissait précédemment. Donc, ce sont des instruments différents de l'IIC. Comment est-ce qu'on a élaboré notre programme de
travail, écosystème parce que c'est la première fois qu'on a un programme de travail dédié aux écosystèmes pour, le programme cadre. Donc on a un premier programme de travail des écosystèmes d'innovation, pour l'année 2021-2022. Et bien, en fait, on a fait une consultation publique où on a voulu, interroger les acteurs, des écosystèmes d'innovation sur les défis qu'ils rencontrent, sur les difficultés qu'ils rencontrent, au sein même de leurs écosystèmes, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux. Il y a 3 défis qui ont été relevés lors de notre consultation publique qu'on a conduite en 2019-2020. C'était premièrement la connexion entre les différents acteurs des écosystèmes et entre les écosystèmes entre eux, l'accès au talent, à la compétence pour pouvoir permettre à ces acteurs d'innovation, aux entreprises innovantes de croître et de se développer au sein même de leur marché ou au-delà de leur marché local ou régional ou national, et également l'accès au capital qui sera principalement accompli à travers l'EIC et les autres modes de financement sous Horizon Europe, mais principalement l'EIC en ce qui concerne l'innovation et l'innovation de rupture. Donc 3 grands chapitres qu'on a essayé de traduire, au sein de notre programme, de travail écosystème, en 2021 et 2022. Cette réflexion sur, les besoins des acteurs, elle va être menée également, tout au long du programme cadre. Donc si vous regardez, sur ce slide-là, on a, aussi l'année dernière, en septembre, octobre, on a, conduit une autre consultation publique qui visait également à interroger, les acteurs d'innovation sur leurs nouveaux défis. Donc en gros, on retrouve les mêmes défis, que ceux qui ont été, avancés en 2020, en 2019-2020, mais on a également des nouveaux défis qui ont émergé, notamment, à titre d'exemple, on s'est rendu compte qu'il y a des priorités qui sont différentes en fonction de certains États, ceux qui font partie des pays de la cohésion ou d'autres États membres, donc certains États qui sont plus performants dans leur système d'innovation et d'autres également qui ont des systèmes moins performants. Donc les défis sont différents, et ce sont ceux qui vont nous accompagner dans la préparation de notre prochain, programme de nos prochains programmes cadres, programmes de travail pour les écosystèmes d'innovation. Donc ici et c'est un slide qui reprend la structure, que j'ai mentionnée tout à l'heure sous le programme, Horizon Europe. Notre programme de travail a été élaboré sous 3 piliers et pour répondre à ces défis, celui de la connexion, celui du talent, celui de la croissance, de nos acteurs des écosystèmes. Et donc on a 3 principales dimensions sous le programme de travail qui sont notamment la dimension connect, que Clara et les intervenantes vont développer tout à l'heure. La dimension scale up qui va être plus centrée sur le business et sur, les entreprises, innovantes et également un gros volet du programme 4 qui va vous être présenté qui est Innovative SMEs qui est le successeur, d'Eurostars 2. Donc pour ce programme de travail, pour ces 2 prochaines années, on a un budget à peu près de 130 millions d'euros qui est prévu, avec 51 millions d'euros qui seront dédiés spécifiquement au volet, Connect et Scale Up et également un budget d'environ 73 millions d'euros qui seront, dédiés, au volet Innovative SMEs ou Eurostars 3. Donc un budget conséquent qui sera, complété tout au long du programme cadre au sein même de cette enveloppe de un demi milliard d'euros qu'on a pour toute la durée du programme cadre et qui va servir à soutenir les écosystèmes d'innovation, les acteurs des écosystèmes, pas via un financement direct, mais via ceux qui, justement, établissent les écosystèmes et facilitent ces connexions au sein même de nos écosystèmes en Europe. Donc voici, alors le prochain slide, c'est juste un détail, vous allez recevoir les slides, donc c'est juste un détail sur les différents appels et les différents budgets qui vont être alloués au financement sous le programme de travail. C'est dans le programme de travail. Mais si j'ai un si pour vous repasser le message principal, on a une approche qui est centrée sur les acteurs. On finance le soutien aux acteurs par rapport aux défis, qu'ils rencontrent au sein des écosystèmes, que sont le financement, que sont, la connexion et que sont l'accès au talent et la croissance de ces acteurs et c'est principalement ça qu'on essaye, de régler à travers notre programme de travail, en pleine complémentarité avec l'EIC, avec l'EIT et également avec d'autres politiques qui sont mises en œuvre sous le programme cadre et également dans d'autres DG comme notamment la DG Régio ou la DG Gros.
Donc voici en gros les principales caractéristiques de notre programme écosystème et du portfolio dont je suis responsable et vous allez avoir plus de détails, dans un instant, avec les, prochaines intervenantes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas non plus, à m'envoyer un mail ou à revenir vers moi. Également à passer par Clara bien sûr, parce que nos NCP sont nos interlocuteurs privilégiés pour nos programmes. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Clara et vers moi-même, si vous avez des questions après ce webinaire. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre attention et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir répondre à toutes vos multiples questions. Merci beaucoup. Clara, merci. Merci beaucoup, c'était très clair, très intéressant. Bien, nous avons une première session de questions-réponses de 5 minutes pour récolter les premiers retours. Alors, je remonte. Alors déjà, juste, il y avait eu une remarque, je le dis pour les prochains intervenants, de penser à mettre la présentation en plein écran. Mais comme l'a dit Madame Gauthier, tout, que ce soit le webinaire qui est enregistré ou les présentations seront disponibles. Alors, une question sur le volet transition. Les projets issus des labos doivent-ils avoir été financés par un autre programme européen en amont, par exemple Pathfinder H2020? En fait, non, il y a pas pour les projets pour les programmes, en fait, j'ai pas fait le lien avec la prochaine question. Il y a pas besoin d'avoir un financement en amont par d'autres programmes. Le programme, écosystème d'innovation, il est, comme je l'ai indiqué, bottom up, il est ouvert et dans les instruments enfin dans les différents, appels qu'on prévoit, il y a pas besoin d'avoir un financement préalable, que ce soit sous Horizon, Europe, que ce soit sous Horizon 2020 ou que ce soit sous d'autres programmes. Un élément qui est, important, de mentionner également et ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre présentation dans le futur, mais sous mon portfolio, j'ai également, le programme I3. Alors Interregional Innovation Investments. Alors je ne sais pas exactement comment on le traduit, en français, mais ce sont, des projets qui sont, dont le lead est la DG Regio et c'est ce programme qui est basé sur les Smart Specialization Strategies, et qui, également, vise, les écosystèmes, dans une approche plus territoriale et également, plus par domaine d'activité. Donc c'est complémentaire aux écosystèmes d'innovation. C'est également dans le portfolio, qui est sous ma responsabilité, mais il n'y a pas de conditionnement, de conditions préalables à avoir un financement de l'un ou l'autre de ces programmes. Donc, en fonction des appels qui sont lancés, on peut soumettre une proposition au sein de ces appels. Et c'est très ouvert, que ce soit au niveau des acteurs ou que ce soit au niveau des domaines qui sont objets du financement. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question de Benoît Jules. Pourquoi l'école InnoSup, Cascade Funding, n'ont-ils pas été maintenus dans le programme EIE sous le volet Scale-up? Alors, les appels InnoSup, donc ce sont les priorités politiques qu'on avait sous Horizon 2020. Ils ont, effectivement, ce sont des appels qui, s'adressent aux acteurs d'innovation et qui ont une vocation ou qui ont une oui, qui ont un objectif très, très similaire à ce qu'on a sous les écosystèmes d'innovation. Les raisons pour lesquelles on n'a pas maintenu, InnoSup ou on n'a pas maintenu ces types de financements, elles sont multiples. Elles sont premièrement liées au fait elles sont notamment liées au fait qu'on a une nouvelle, priorité, sur lesquelles on a voulu mettre l'accent, sous Horizon Europe qui était justement, l'innovation et l'innovation de rupture. Alors que InnoSup s'adresse, principalement, aux PME, s'adresse, aussi aux acteurs des écosystèmes, mais, pas nécessairement avec un focus si important sur l'innovation et sur l'innovation de rupture. Donc si vous regardez, le programme cadre précédent et le programme cadre, actuel et notamment le pilier 3, vous vous rendez compte que, l'accès au financement et les types de financement et le type de projet qu'on finançait sous InnoSup se retrouvent soit sous l'EIC ou se retrouvent aussi sous les écosystèmes d'innovation. Donc, on a une continuité entre, ce qui était fait sous Horizon 2020
sous InnoSup, on a une continuité avec ce qui va être fait sous Horizon Europe, avec les écosystèmes d'innovation. On ne va pas forcément retrouver la même chose, mais il y a un élément qui est très important, qui est aussi que dans la définition de nos stratégies et de nos objectifs pour les écosystèmes dans le futur, on va bien entendu prendre en compte l'impact de ce qui a été fait sous InnoSup, le succès de certaines activités InnoSup qui sont très similaires pour certaines d'entre elles à ce qu'on fait sous les écosystèmes. Et on va essayer de voir comment on peut soit améliorer certains types de projets ou certains appels ou certains objectifs stratégiques ou potentiellement reconduire aussi certaines initiatives qui étaient très similaires sous les écosystèmes. Donc voilà, c'est un changement de programme cadre, changement de stratégie, mais l'esprit s'y retrouve. Et d'ailleurs, les projets InnoSup qui sont encore en cours sous Horizon 2020 sont également dans mon portfolio de mon unité. Donc il y a une complémentarité très très forte entre les projets qui seront mis en place par la DG Régio sous ce nouveau programme I3, sous les écosystèmes et également tout l'apport, toute comment dirais-je, la legacy, Héritage. l'impact et ce qu'on peut retirer des projets InnoSup par le passé. Donc il y a une complémentarité très forte et une continuité, je dois dire également, avec ces projets. Mais ça n'a pas le même nom et ça n'a pas forcément les mêmes objectifs parce qu'on a évidemment des nouvelles priorités sous Horizon Europe. D'accord. Merci beaucoup, Madame Gauthier. Alors, je vous propose de passer à ma présentation. Je vois bien qu'il y a d'autres questions, donc nous allons y répondre. Mais je vois également que ce sont des questions qui peuvent obtenir une réponse par les présentations qui suivent. Je pense notamment à Nexa, l'Agence régionale d'innovation, qui se demande comment se connecter à d'autres régions plus ou moins avancées en termes d'innovation. C'est justement l'EIE qui Oui. peut vous permettre de créer ces liens. Donc, je vais passer à ma présentation, si ça vous va. Puis nous aurons, je vous le rappelle, une dernière session de questions-réponses de 15 minutes à la fin. Et je reviendrai vers tous ceux qui n'ont pas eu de réponse avec les éléments complémentaires. Merci beaucoup. Alors, je reviens à ma présentation. Donc, je pense que tout le monde peut voir. Donc, effectivement, je vais vous présenter maintenant le Work Programme de l'EIE en 2 temps. Déjà, pour moi, l'objectif de cette présentation, c'est de vous transmettre un peu plus la philosophie de l'EIE, de ce Work Programme, de ce qui peut être attendu, parce que par rapport au premier retour que j'ai pu avoir de certains membres de la communauté de recherche et d'innovation, il semblerait que vous soyez tous très intéressés, mais justement, vu que c'est bottom-up, vu qu'on vous invite à y aller, à vous engager, vous avez peut-être parfois du mal à vous projeter. Donc, je vous propose de faire une approche en 2 temps, voir le Work Programme, voir à quoi cela correspond, surtout les 3 destinations, puis se plonger dans 2 calls qui sont actuellement ouverts sur la première moitié de 2022. Donc, un petit point juste de recontextualisation, même si Madame Gauthier l'a très bien fait précédemment. Vous voyez l'EIE donc, qui s'intègre dans le 3e pilier Europe innovante avec un budget dédié pour la période 2021-2027 d'un demi-milliard d'euros, effectivement. Et s'il y a une chose à retenir, pour bien comprendre la valeur ajoutée de l'EIE par rapport à l'EIC, par rapport à l'EIT, c'est que l'EIE va un peu représenter le postulat de dire que ce n'est pas tout que d'obtenir des tickets de financement et des tickets importants via l'EIC, effectivement. Encore faut-il que nos entreprises, nos startups, PME, entrepreneurs puissent s'intégrer dans un écosystème européen. Donc, quand on dit européen, on sous-entend connecté, lié, qui inclut tous les acteurs et surtout, comme l'a dit Madame Gauthier, face à des challenges auxquels l'Union européenne peut faire face. Si on reprend juste la pandémie que nous avons traversée, que nous traversons encore pour pas longtemps, je l'espère, mais on voit bien que dans des situations pareilles, qui ont des répercussions donc sur le domaine de la santé, des conséquences économiques, sociales, on ne peut pas obtenir de solution lorsqu'on est isolé les uns des autres. Ces moments de crise montrent que la collaboration
Le travail conjoint entre écosystèmes permet de découvrir, de trouver une solution, de la partager, de la développer. Donc, c'est bien ça, c'est bien cette philosophie qui est au cœur de l'EIE et même de cette approche bottom-up qui vous pousse à vous en saisir, en fait. Donc, l'idée d'encourager la coopération, l'inclusion, l'échange d'idées, la mise en réseau, le partage de bonnes connaissances entre tous les acteurs. Donc, lorsqu'on parle de tous les acteurs, on parle aussi bien de la diversité des métiers entre même ne serait-ce que le public, le privé, la diversité des échelons, donc l'échelon local, régional, national, européen, mais aussi la diversité en termes du niveau de développement. Donc, en effet, vous verrez au travers de certains appels, il y a vraiment l'idée de rapprocher les régions, les États membres, qui ont des niveaux, des capacités d'innovation, on va dire, différentes. Donc, de rapprocher les régions dites modestes ou moderate des régions qui ont un statut, une catégorisation de leader d'innovation, de strong innovator. Donc, avec le l'EIE, on travaille sur un work programme qui est donc biennal et qui va se consacrer à 3 destinations clés. Donc, Connect, en quelques mots, à quoi cela correspond? Connect, il faut vraiment comprendre que le focus, il est fait sur les acteurs de l'écosystème d'innovation. On va vraiment travailler sur eux, sur la façon à la fois de s'appuyer donc sur des acteurs, sur des écosystèmes d'innovation qui ont déjà pu faire leurs preuves, qui sont déjà existants, déjà consolidés. Donc, je le rappelle, toujours avec cet éventail de public, privé, les différents échelons, les différentes régions. Mais du coup, en s'appuyant sur ces écosystèmes, l'idée va être de rapprocher et d'encourager l'inclusion à la fois des acteurs qui sont peut-être parfois moins visibles actuellement, moins représentés, qui ont peut-être à ce stade, encore aujourd'hui, besoin de développer leur capacité d'innovation. Donc, il y a 2 instruments principaux pour mettre en œuvre Connect via le Work Programme. Il y a des CSA et des calls type CoFund. Un point intéressant aussi à noter, c'est que donc l'EIE, comme l'a dit Madame Gauthier, est bottom-up. Donc, il pousse à la transversalité, à aborder donc plusieurs thématiques possibles, mais il y a 3 axes qui ont été mis en avant via les calls Connect. Donc, l'interconnexion, donc vous avez des calls qui sont, comme je l'ai dit, dédiés à pousser à la connexion, la collaboration, l'échange entre les écosystèmes. Intéressant aussi sont les calls dédiés au marché public innovant. Donc, ça va être des calls type CSA qui vont pousser en fait à créer une réflexion commune, à poser des bases communes pour accélérer l'utilisation des marchés publics innovants en Europe, encore trop peu utilisés malheureusement. Et enfin, on va le voir avec un call un peu plus tard, l'innovation sociale est aussi au rendez-vous via la destination Connect. Il s'agit de créer un effet d'entraînement en fait et par l'école dédiée de valoriser les bénéfices de l'innovation sociale et de les inclure au sein des écosystèmes d'innovation déjà existants. Scale-up, Madame Gauthier l'a déjà dit, le focus change. Connect, donc c'était les acteurs, et avec Scale-up, on se centre sur les entreprises. L'idée, c'est vraiment donc de faire ce focus sur les entreprises, mais surtout de voir, d'étudier et d'améliorer comment les écosystèmes soutiennent ces mêmes entreprises, leur permettent de se développer, de croître, de changer d'échelle et même d'accéder à de nouvelles sources de financement. Donc, l'idée, pour atteindre cet objectif global, va être de renforcer la connectivité au sein des écosystèmes existants et entre les écosystèmes d'innovation déjà existants pour garantir donc une croissance durable des entreprises. Pour Scale Up, 2 instruments, donc CSA et RIA. Et là, en nouveau, on retrouve 2 axes, 2 thématiques dans ces calls. Donc, le Deep Tech, et l'égalité entre les sexes, garantir la représentativité des femmes dans l'entrepreneuriat, notamment via Women Tech EU. Un petit mot brièvement sur Innov SMEs, qui est la 3e destination donc, de l'EIE.
InnovSMEs, en quelques mots, c'est un co-fund qui permet de mettre en œuvre le programme conjoint donc, entre l'UE et le réseau Eureka. Et dans le réseau Eureka, donc les agences nationales qui sont dédiées. En France, il s'agit de BPI et Charlotte Calvé présentera juste après moi, du coup, ce qui est mis en œuvre suite à InnovSMEs, donc Eurostars 3. Donc Eurostars 3 vise à soutenir les PME innovantes, donc augmenter leur capacité de recherche, d'innovation, leur accès à de nouveaux marchés. Mais je ne vous spoile pas, je laisse Charlotte aborder tout ça juste après. Clara, excuse-moi, je te coupe. En Oui. fait, pardon, Stéphanie, bonjour. En fait, on voit pas ton partage en plein écran. Ah. Est-ce que tu peux juste, du coup, peut-être, pour ceux qui ont un petit écran, tu sais, tu cliques sur paramètres d'affichage, là, en haut. Oui. Voilà. Et là, normalement, tu dois pouvoir basculer. Entre le mode présentateur et le diaporama? C'est ça. D'accord, ok, c'est plus clair alors, là? ça fait toujours pareil. Réessaye sur l'autre bouton peut-être, mais j'ai aussi parfois le problème et c'est vrai que c'est pénible. Est-ce que c'est... Non, moi, je vois plus le partage. Désolée, mais je me suis dit, je vais te le dire Non, parce mais que... tu fais bien, tu fais bien. J'ai présenté comme ça tout à l'heure, j'ai pas eu de retour. Non, non. Alors, je vais réessayer. Est-ce que c'est mieux? Ah, voilà, super. D'accord. Bon, je ne sais pas ce que j'ai changé, mais excusez-moi du coup. J'espère que c'est plus visible. Et encore une fois, toutes les slides seront disponibles ensuite. Donc maintenant, un petit focus sur les appels 2022 en cours. Et comme vous le voyez, je les ai encerclés. Je vais notamment me consacrer à 2 calls, donc ouverts sur la première moitié de 2022. Donc le call Connect qui se clôture le 26 avril 2022 et le call Scale Up qui lui se clôture le 10 mai 2022. Donc, je rappelle pour moi, l'objectif, donc c'est pas de vous lire la slide A à Z, je pense que ce serait pas intéressant, mais c'est de vous montrer comment aborder un call, comment lire un call et comment du coup peut-être s'en emparer. Donc, le premier call Connect, donc Interconnected Innovation Ecosystems, se décline en 2 topics. Le premier topic, donc, se nomme Towards More Inclusive Networks and Initiative in European Innovation Ecosystems. Donc là, vous voyez l'axe interconnexion qui se révèle via ce topic. Donc, il s'agit d'un call type CSA, avec un budget indicatif total estimé à un budget indicatif total de 4 millions d'euros pour 8 subventions attendues, soit 0,5 millions par projet sélectionné. Ce qui est intéressant, c'est les critères d'éligibilité additionnels prévus. Donc, il faut un minimum de 3 entités légales indépendantes, dont une est située dans un État-région catégorisé comme innovateur, modeste, modéré il y a plusieurs échelles. Donc, il y a le European Innovation Scoreboard, par exemple, et une autre région, justement, catégorisée comme Strong Leader d'innovation. Donc, vous voyez dans l'école plusieurs catégories, le groupe cible. Donc, un petit rappel, le groupe cible ne vise pas en fait à ce que vous incluiez absolument tous les acteurs qui sont listés, mais c'est une liste pour vous, une liste informative pour vous permettre de mieux comprendre ce qui est attendu. Et vous voyez ici, par la diversité des acteurs listés, l'objectif d'interconnexion. 2 résultats attendus ou expected outcomes, donc l'inclusion, l'intégration accrue en travaillant sur la représentativité des acteurs et des territoires. Donc, je le rappelle, hein, aux différents échelons, publics, privés, donc par le biais d'initiatives de réseaux déjà existants et en les liant à des écosystèmes, du coup, via le deuxième résultat attendu, peut-être moins avancé, afin de réduire l'écart d'innovation en Europe et renforcer l'innovation du European Research Area. Alors, donc, ensuite, vous voyez ce que la proposition devrait inclure. Donc, c'est la liste qui est proposée. Je ne vais pas la passer en revue, bien évidemment, dans le moindre détail. Mais l'idée, c'est pour vous de comprendre le type d'action qui peut être attendu pour créer cette interconnexion. Donc là, logiquement, on propose de présenter les initiatives, les réseaux existants, leur rôle et leurs activités dans leurs efforts d'unification et de démontrer justement de leur succès à ce jour.
Le deuxième topic de ce premier call est, lui, centré donc sur l'innovation sociale. Vous voyez un des axes que je vous ai présenté en introduction. Il s'agit également d'un call de type CSA pour un budget de 0,5 million d'euros par projet, étant donné que 6 projets devraient être sélectionnés. Donc là, on voit que dans les critères d'éligibilité additionnels, il est souligné qu'un minimum de 3 entités légales indépendantes devraient être présentes. Ce call donc vise, vous voyez via les groupes cibles proposés, donc à relier tous les acteurs des écosystèmes d'innovation, surtout axés donc sur l'innovation sociale. On le voit par les résultats attendus. L'idée, c'est d'accentuer la participation et peut-être aussi la visibilité de l'innovation sociale, leur intégration dans les écosystèmes d'innovation européens actuels. Par exemple, aussi de leur permettre un plus large accès à des moyens alternatifs de financement des innovations sociales et aussi de permettre la mise en œuvre de modèles d'innovation qui ont été testés, qui ont un potentiel de mise à l'échelle et de reproductibilité. On voit par exemple que la proposition devrait se centrer sur une de ces activités, soit le transfert de connaissances, le renforcement des capacités des acteurs de l'innovation actuelle vis-à-vis des entrepreneurs sociaux afin qu'ils soient mieux à même de travailler avec eux, de les porter, si vous voulez, de les intégrer dans leur écosystème. Ce qui est intéressant avec ce call, c'est l'effet d'entraînement proposé, le spillover effect, où on souhaite intégrer donc l'innovation sociale dans les écosystèmes actuels pour aussi, in fine, en fait, valoriser tous les bénéfices pour la société, surtout face aux challenges auxquels on peut faire face justement de l'innovation sociale. Quelques mots donc sur la destination Scale-up et sur le call donc ouvert jusqu'au 10 mai prochain. Qui se décline avec un seul topic, Expanding Entrepreneurial Ecosystems, également de type CSA, avec un budget attendu de 1 million d'euros par projet sélectionné. Donc là, on retrouve les mêmes critères régionaux que pour le premier call Connect que je vous ai présenté. Et en plus, il y a un critère de représentation d'un acteur issu d'un établissement d'enseignement et un acteur issu du secteur privé. Alors, pourquoi exactement ? Parce que dans le résultat attendu et les activités proposées, l'idée, en fait, ici, est de faire face à un challenge qui est que dans certaines régions, peut-être encore donc modeste et modérée, donc moins avancée du fait de l'innovation, on remarque qu'il y a un manque de compétences entrepreneuriales auprès des jeunes. Et l'idée est que par ce consortium, on relie un acteur privé issu, par exemple, d'un hub d'innovation à un acteur issu d'un établissement d'enseignement basé dans une région modeste, modérée, et qu'ensemble, ils établissent, en fait, grâce à ce call, un programme d'études sur 2 ans pour leur permettre de proposer des activités qui stimulent l'étude, les compétences entrepreneuriales. Donc, on retrouve par exemple, étant PCN EIT également ici, et c'est d'ailleurs explicité dans le call, une tentative de création de synergie avec les KIC, avec l'EIT qui poursuit ce même objectif via son pilier éducation d'acculturation à l'entrepreneuriat auprès des écosystèmes. Donc voilà, je disposais de 15 minutes. J'ai conscience qu'il y avait beaucoup d'informations ici. Encore une fois, vous aurez tout disponible ensuite. Je vous mets sur cette dernière slide mon contact. Donc, si vous avez des questions sur l'école en cours à venir sur l'EIE, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, donc maintenant, je passe la parole à Charlotte. Ouais, bonjour, j'ai l'impression juste que tout est un peu en décalé, donc j'espère que ça ira. Hop, je vous partage mon écran. Bonjour à tous, donc Charlotte Calvé, BPI France, et je suis en charge du domaine innovation collaborative internationale chez BPI France. Je vous ouvre. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler du coup de Eurostars
3 qui donc fait partie du programme Innovative SMEs en cofonde avec l'Union européenne. Et comme du coup Clara vous a un peu donné des informations un peu plus tôt, je voulais vous redonner un tout petit élément de contexte parce qu'on est conscient que c'est pas forcément très simple de comprendre la différence entre ce qui concerne l'Union européenne et ce réseau Eureka. En fait, du coup, le réseau Eureka est un réseau qui est bien plus élargi que l'Union européenne. On le verra un peu plus bas, c'est 37 pays. Qui du coup sont représentés par les agences nationales d'innovation. Et dans ce cadre-là, sont créés des programmes tous les ans ou tous les 2 ans à peu près, dont Eurostars est le premier et le plus connu. Il y en a d'autres, il y a aussi Global Stars, enfin voilà, il y a d'autres programmes qui existent, mais Eurostars est un peu le programme historique. Et la nouveauté, en fait, la nouveauté de cette année, c'est que dans le cadre d'Innovative SMEs, qui regroupe du coup Eurostars, mais aussi un autre programme qui s'appelle InnoWide, que nous portons également, il y a cette notion de cofinancement via l'Union européenne. Le mécanisme est un petit peu particulier, parce qu'en réalité, l'Union européenne en fait intervient en top-up des financements nationaux. C'est-à-dire que nous allons mettre à disposition une enveloppe pour financer les projets qui vont, et donc je vous montrerai les différents appels, qui vont financer les projets qui seront choisis dans le cadre d'Eurostars. Et ensuite, a posteriori, l'Union européenne viendra faire un top-up de 25% des montants engagés par BPI France, une fois que les projets seront terminés. Donc, c'est-à-dire que seuls les projets qui seront venus à la fin et qui seront des projets à succès bénéficieront de ce top-up que du coup BPI France pourra récupérer, ce qui permet justement de pouvoir financer plus de projets que ce que le budget national pourrait nous permettre. Et donc là, comme vous le mettez, depuis du coup 2014, qui est la date de naissance de ce programme Eurostars, ça représente à peu près 1,15 milliard. Et donc, enfin, voilà, ce sont des montants importants et c'est un programme qui est très utile pour les entreprises et pour être très honnête, qu'on essaie de faire monter un petit peu en puissance. Et donc, je vous parlerai des nouvelles conditions d'éligibilité. Donc là, vous voyez les pays Eureka qui sont inclus dans Eurostars. Donc, c'est Europe élargie. Certains pays sont plus ou moins actifs. Donc, il y a les pays que vous connaissez qui sont souvent très actifs, notamment dans le programme, enfin, dans le programme cadre Horizon Europe, tels que les Pays-Bas, l'Allemagne, mais également en fait, les UK, en fait, qui permettent de pouvoir continuer à faire du collaboratif avec des pays européens qui sont très actifs. Et ensuite, on a aussi pas mal de pays qui sont justement hors UE, qui via Eureka peuvent participer à ce type de projet, tels que Israël, le Canada, qui est très, très, très actif, Singapour, qui est nouvellement intégré justement à Eureka, la Corée du Sud. Et donc, ça permet de pouvoir avoir des projets qui sont justement plus élargis que l'Europe pure. Et donc, ça peut permettre de pouvoir collaborer avec d'autres partenaires avec lesquels on ne pourrait pas forcément collaborer dans un appel au projet européen classique. Les projets concernés, donc c'est toujours à peu près la même chose que les autres appels. On est sur des produits, process ou services. On l'a noté, donc on est plutôt autour d'un TRL 4, donc ce qui est censé être à partir d'un TRL 4, mais en réalité, c'est vraiment ces projets-là qui sont privilégiés, et avec un but visé d'une mise sur le marché 2 ans, justement après la fin de 3 ans de R&D. Sachant que c'est ce qu'on vous a noté pour ce qui concerne les biotech, qui sont une grande partie en fait, des projets qui sont déposés. Ce sont les premiers essais cliniques qui sont visés 2 ans après la fin du projet et non la commercialisation, évidemment. Ensuite, donc les critères d'éligibilité côté Innovative SMEs. Donc ça, ce ne sont pas ce que je vous montrerai après. Donc il y a les critères d'éligibilité concernant Eurostars, donc le type de projets qui vont être privilégiés en priorité, notamment par les experts en fait qui sont des experts au niveau justement de tout le réseau Eureka.
Et ensuite, je vous montrerai en fait la particularité d'Eurostars, c'est qu'il y a ces critères d'éligibilité qui sont communs en fait à tous les pays. Et puis ensuite, comme on est sur du financement national, chaque pays a ses propres critères qui sont totalement arbitraires. Et je vous mettrai en dessous, nous, c'est plutôt des critères qui concernent la possibilité de financement, etc. Mais par exemple, il y a des pays comme la Norvège qui ne vont financer que des projets Green Tech. Donc c'est assez important, je vous mettrai après, d'aller vraiment regarder en fait sur la page Eureka. Il y a justement tous les fundings eligibility qui sont par pays. Et donc en fonction des partenaires que vous auriez en tête, c'est très important d'aller voir parce que certains financent des laboratoires, certains ne les financent pas, certains financent des grands groupes, certains ne les financent pas. Enfin, chaque pays en fait a vraiment des critères propres. Et donc c'est très important d'aller regarder en amont parce que sinon ça peut créer des grosses frustrations a posteriori. Donc là, ça, c'est les critères d'éligibilité qui sont de Innovative SMEs, donc communs à tous les pays. Donc le porteur de projet doit être une PME qui est issue d'un des membres Eurostars. PME donc dans le sens européen, donc moins de 250 employés. Il faut qu'il y ait au moins 2 partenaires issus de 2 pays membres Eurostars. Ensuite, il faut que donc c'est les PME, le but est vraiment de financer les projets de PME. Donc elles peuvent collaborer avec des universités, des laboratoires et des grands groupes. Mais le but ici est vraiment de pouvoir mettre en avant la R&D de plus petites structures qui sont considérées comme à très fort potentiel sur des verticales stratégiques. Et ensuite, il faut que le projet soit d'une durée maximale de 3 ans. Donc, la période de R&D doit être sur 3 ans, avec, comme je vous le disais, une mise sur le marché à peu près 2 ans suivant le projet. Et donc, tout ça, en revanche, c'est audité et on vous demande, en fait, a posteriori, de pouvoir avoir des différentes preuves, en fait, de ces sujets. Donc, c'est important à prendre en compte au départ parce que sinon, ça peut rendre le projet caduc. Donc ça, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas le mettre en direct, mais c'est quelque chose que je pourrais vous transmettre et toutes les informations sont évidemment aussi sur les différents sites. Donc ça, c'est concernant notamment les règles d'éligibilité de ce qu'on appelle PME européenne. Ensuite, le sujet donc sera, comme je vous disais, ce sont des experts indépendants qui sont communs, en fait, tout un panel d'experts qui sont communs à tous les pays membres Eureka. Comme je vous le disais, c'est très important à prendre en compte et souvent on voit qu'il y a certaines frustrations parce qu'il y a d'un côté en fait l'éligibilité du projet et ensuite la capacité de l'entreprise à pouvoir mener ce projet. Donc là, ça va être la partie des évaluateurs qui va être importante et donc on est vraiment sur la qualité des projets qui sont en réalité très très proches de ce qu'on retrouve dans le cadre d'Horizon Europe. Il faut que ce soit évidemment raisonnable, il faut qu'on soit sur des avancées technologiques qui sont de pointe. Même si on est sur un process ou un service, il faut qu'il y ait vraiment une preuve d'innovation. Et ensuite, qui est la chose qui est un peu particulière dans ce cadre-là, c'est l'impact marché et commercialisation qui est pris en compte également. Et donc, la possibilité, en fait, de pouvoir mettre cette innovation sur le marché 2 ans après la fin du programme, qui est vraiment prise en compte et qui parfois ne correspond pas à certains types de projets qui sont beaucoup plus en avance et où dans ces cas-là, les programmes justement d'Horizon Europe sont peut-être plus pertinents. Ensuite, pour BPI France, donc, ce que je vous disais, c'est que c'est du financement du coup national qui est sur une base en fait d'ADI. Donc, c'est un budget qui est BPI France et donc c'est dans le cadre du PIA 4 qui est sous gestion du coup par BPI France. Donc, c'est un budget qu'on alloue annuellement aux 2 calls annuels d'Eurostars. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, ce sont les conditions d'éligibilité de BPI France et d'une ADI ou d'une ADD classique. Donc, on va faire la différence en fait entre une PME, donc définition européenne. Donc, à chaque fois, on est sur de la subvention. C'est 40% de l'assiette des dépenses. Avec du coup en plafond d'aide, il faut le savoir. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut parfois être frustrant, c'est que c'est relatif aux fonds propres de l'entreprise. Ensuite, on va aussi financer des ETI jusqu'à 2000 employés.
Donc là, on est plutôt sur 30%, pareil, dans la limite des fonds propres. Et ensuite, les partenaires académiques, donc c'est 40% des coûts complets. Donc c'est important parce que là, typiquement, on a eu aussi pas mal de retours de laboratoires qui étaient déçus. Il faut souvent qu'ils confondent avec le FUI. On n'est pas à 100% du tout de subventions sur ce programme-là. Et en revanche, on est avec un maximum de 120 cas, ce que je vous mettais si le consortium en fait compte une entreprise française, enfin une PME française, et sinon on est plutôt limité à 50 cas puisque le but est vraiment de pouvoir faire collaborer justement les laboratoires français avec des PME françaises pour participer à ce type de projet. Ensuite, alors je ne sais pas s'ils l'ont ajouté là, on a des nouvelles conditions d'éligibilité qui viennent, qu'on vient de faire paraître et à prendre en compte. C'est que pour essayer de favoriser justement un peu le renouvellement et faire en sorte que ce soit un peu un pied à l'étrier pour certaines entreprises pour démarrer du collaboratif. Enfin voilà, c'est ce qu'on vous a mis en dessous. Voilà. Les lauréats financés peuvent repostuler à un appel à projet Eurostars dans un délai minimum de 3 ans après la date de dépôt de leur projet lauréat. Donc, si par exemple votre entreprise ou votre laboratoire a été lauréat ces par exemple 2 dernières années, ben, vous ne pourrez pas recommencer, vous ne pourrez pas repostuler au prochain call Eurostars par exemple. Vous pourrez repostuler que 3 ans après avoir été lauréat. Ça permet de pouvoir financer plus de projets parce qu'on se rend compte qu'on a souvent des entreprises qui reviennent un peu tous les ans. Et donc, le but est de pouvoir un peu plus élargir et en faire bénéficier plus de projets et d'aller chercher aussi d'autres entreprises qui n'auraient pas forcément identifié ce programme. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et ensuite, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a vraiment une différence justement entre l'évaluation du projet justement au niveau européen et ensuite ce que nous, on sera en capacité de financer selon les règles nationales. Et on est sur des régimes d'ANDESA qui sont aussi régulés par l'Union européenne. Donc, par exemple, pour des entreprises en difficulté, etc., c'est normalement des types de projets qu'on ne peut pas financer. Et donc, c'est très important de prendre contact avec nous, ou si vous avez déjà un chargé d'affaires BPI France, de prendre contact avec eux avant de vous lancer justement dans la constitution, dans le montage d'un projet, pour éviter les frustrations, parce que même si votre projet peut répondre aux conditions Innovative SMEs et donc aux évaluateurs, si financièrement la structure de votre entreprise ou la typologie ne fonctionne pas pour les financements nationaux, on ne sera pas en mesure de le financer a posteriori. Donc ça, c'est quelque chose à savoir et on travaille également beaucoup avec Eureka pour faire en sorte qu'on arrive un peu plus à équilibrer justement entre les évaluations d'un côté et les différentes étapes qui amènent aux entreprises parce qu'on est conscient que parfois ça peut créer justement des frustrations pour les partenaires français. Mais enfin, c'est la même chose dans pas mal de pays. Donc ça, vous avez, c'est un peu plus la partie opérationnelle. Donc il faut d'abord trouver du coup une entreprise ou un partenariat. Donc nous, on peut être en mesure d'accompagner aussi sur cette partie-là. Je vous montrerai très rapidement en dessous. On a notamment aussi un DIAG, donc en subvention, qui est à disposition chez BPI France, qui permet de couvrir 50% de la prestation d'un expert qui pourrait accompagner les partenaires à trouver justement un partenaire dans un autre pays pour monter un projet et ensuite à aider à monter le projet, ce qui permet d'augmenter un peu ses chances de réussite. Il faut que le budget soit équilibré, c'est-à-dire qu'il faut que la répartition entre les partenaires soit au minimum de 70-30 entre les deux partenaires. C'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut que la capacité financière et humaine soit là pour pouvoir mener le projet sur 3 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est jugé au niveau national et pas nécessairement au niveau des évaluateurs qui vont juste juger l'impact du projet lui-même. Il y a 2 deadlines par an, donc la prochaine est là en mars. Donc je vous enverrai ensuite les différents critères. Donc ça revient tous les 2 ans. C'est un process relativement long, mais en général, en 6 mois, on a les résultats et les premiers financements. La candidature est un dossier unique en anglais qui est sur la plateforme.
La plateforme n'est pas pour l'instant des plus simples, mais enfin voilà, ça fonctionne. Et pareil, on est en capacité de pouvoir vous accompagner là-dessus. Et ensuite, le financement, bien évidemment, est synchronisé pour tous les partenaires éligibles. Et donc, nous, on a, enfin voilà, au sein de RECA, au fur et à mesure qu'avancent les résultats, on a ces funding synchronisation qui permettent justement de synchroniser les différentes règles d'éligibilité des autres pays. Et comme je vous le disais, c'est très, très, très important de prendre connaissance des règles de votre potentiel partenaire parce qu'elles sont vraiment très, très variées. C'est-à-dire que quasiment aucun partenaire n'a les mêmes règles. Et puis, du coup, c'est forcément c'est un concours, mais les taux de réussite sont relativement plus élevés que pour la plupart des programmes cadres d'Horizon Europe. Donc, ça peut être un premier pied à l'étrier. Et ensuite, très rapidement, mais ça, je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse. Donc, c'est ce fameux DIAC PTI qui correspond du coup à un financement de 50% de conseil d'un expert qui pourrait vous accompagner de la recherche de partenaires jusqu'à la rédaction du dossier de candidature. Et que du coup, BPI France finance via, encore une fois, le PIA 4 pour justement accompagner les entreprises françaises vers l'innovation collaborative et faire en sorte justement qu'on soit au niveau de certains de nos partenaires, parce que nous avons pas mal d'ambition à ce niveau-là. Et ça, je pourrais vous transmettre tous les détails. Et donc ensuite, comme je vous le disais, la prochaine deadline, donc c'est le 24 mars, donc qui va arriver à grands pas. Vous aurez aussi une autre opportunité qui sera le 15 septembre. Vous avez là les éléments, mais je pourrais vous transmettre, je pense, la présentation après sur le DIAG. Et puis sinon, il y a justement l'adresse de notre équipe qui permet de pouvoir répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir concernant ces sujets-là. Mais allez voir quand même sur justement sur la plateforme parce qu'il y a énormément de réponses qui sont en fait déjà en ligne. Et comme on est une petite équipe, sinon on n'a pas la capacité de gérer tout le volume entrant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois que Fabienne levait la main. Je ne sais pas si Fabienne, vous avez une question ou si c'était juste. C'est pas spécifiquement une question, c'est juste un point pour complémenter ce qu'a dit Charlotte. Donc merci beaucoup Charlotte pour cette présentation. C'est vraiment, c'est très clair. Mais je voudrais juste insister sur un point qui est mentionné dans vos slides, qui concerne les critères d'éligibilité. Parce que, comme vous savez, Eureka et Eurostars, Eurostars s'est mis en place par Eureka et on a donc des règles propres au programme Eurostars. Et pour les critères d'éligibilité, j'invite les participants qui seraient intéressés par Innovative SMEs, par Eurostars 3, à vraiment bien vérifier les critères d'éligibilité pour ce call, parce qu'on parle d'États membres Eureka, mais en ce qui concerne les subventions allouées au titre de Eurostars sous Horizon Europe, on a les critères d'éligibilité d'Horizon Europe qui s'appliquent et du Model Grant Agreement spécifiquement pour Innovative SMEs. Et comme il est indiqué qu'on a un minimum de 2 États membres d'Eureka, en fait, si on veut du financement à travers Eurostars, c'est les conditions d'Horizon Europe. Il y a le principe 1+1 pour Eurostars, mais il faut au minimum un participant d'un État membre ou d'un État associé. Donc ça, il faut bien le prendre en compte parce qu'on a effectivement dans les États membres d'Eureka, on a des partenaires qui sont hors Union européenne, mais là, le financement ou le soutien à ces projets, il est à part du financement Eurostars 3 parce qu'il ne tombe pas sous le coup des règles d'Horizon Europe. Donc pour Eurostars 3, les conditions d'éligibilité qui s'appliquent, c'est celles du programme de travail, c'est celles d'Horizon Europe. Et même si on a une ouverture à l'international, il est vrai que quand on a par exemple un projet qui aurait 2 partenaires qui ne sont pas de l'Union européenne, ça ne fait pas partie d'un financement sous Eurostars 3. Ces projets peuvent exister parce qu'ils sont dans le cadre d'Eurostars, ils sont d'Eureka, ils sont dans le cadre de la mise en œuvre du programme, mais les règles de financement sont vraiment liées à Horizon Europe. Donc ça, c'est un petit détail, mais je pense que c'est important de le faire et de le mentionner. Et je vous invite aussi à regarder le site d'Eurostars. Mais en tout cas, merci beaucoup Charlotte, c'était très très clair. Merci beaucoup et merci beaucoup pour ce petit complément. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant à la présentation de Fanny Delavel, puis pour essayer de maintenir la session de questions-réponses qui va suivre.
Pour les intervenantes, je vous invite, si vous le souhaitez, pour certaines petites questions parfois très spécifiques, soit à Eurostars ou pour ma part à Décolle, à peut-être répondre à quelques questions déjà dans le chat pour qu'on puisse essayer de couvrir toutes les questions posées. Fanny, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonjour à tous, ravie de vous rejoindre aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Okay, oui, super. Donc oui, Fanny Delavelle, je suis la manager Europe pour Euroquity à BPI France. Euroquity est une plateforme de matchmaking entre investisseurs, entrepreneurs et entre entrepreneurs pour des partenariats business en Europe et en Afrique. Et donc dans le cadre de nos projets, de nos activités, nous avons régulièrement l'occasion de postuler à des appels à projets de l'EIC, de l'EIE notamment. Donc, je vais partager aujourd'hui avec vous mon expérience plus opérationnelle de la candidature aux appels à projets de l'EIE pour une organisation comme BPI France ou une organisation légale en France. Donc, je vais faire une présentation qui est assez générale du processus, de la procédure, en sachant que vous pourrez par la suite en ligne trouver des détails pour chaque appel à projet, notamment les spécificités sur la base des points que je vais vous indiquer. Donc, je vais commencer par reprendre le programme de l'EIE. Donc ça, vous pouvez très facilement le trouver en ligne. On pourra également, bien sûr, vous envoyer le lien suite à la présentation pour le programme actuel. C'est le document sur lequel moi, je me base au début pour mon analyse des projets qui seraient pertinents pour mon organisation pour postuler. Donc, c'est le Work Programme 2021-2022 qui a été publié en juin, qui est généralement publié autour de cette date chaque année et qui va décrire donc tous les appels à projets de l'EIE qui sont ouverts sur 2021-2022. Et qui vont, donc je vous montre, donc les lister un par un et indiquer des détails précis et très pertinents pour vous aider à déterminer non seulement l'intérêt du projet pour votre organisation et également des détails logistiques comme le budget, la durée de l'action, le nombre de partenaires nécessaire dans le consortium et les entités que Clara a mentionnées tout à l'heure qui sont visées ainsi que les activités qui doivent être mises en place. Donc ça, c'est le document qui va me permettre d'analyser projet par projet. Est-ce que c'est un projet qui est vraiment pertinent pour mon organisation? Est-ce que mon organisation a les moyens et a déjà en place des activités qui permettront de répondre efficacement à ce projet et de soutenir donc les bénéficiaires du projet de la manière la plus adéquate? Donc, j'ai pris au hasard un des appels à projet qui est listé dans ce Work Package. Donc, je vais aller rapidement sur cette partie puisque Clara l'a mentionné un peu tout à l'heure. Mais donc, vous allez avoir toujours donc, le nom du projet, la contribution donc, attendue, donc le budget que vous pouvez espérer obtenir dans le cadre de votre candidature si vous répondez à cet appel à projet. Si vous divisez donc bien sûr le budget total par la contribution par projet, cela vous donnera une idée du nombre de projets qui vont en même temps qui vont avoir la possibilité d'être sélectionnés pour répondre en parallèle à cet appel à projet et mettre en place ces activités. C'est assez intéressant de voir donc cela puisque souvent vous allez voir que parfois tout le budget est destiné à un seul projet. Donc, il va y avoir seulement, cela vous indique qu'il y a une seule proposition qui va être sélectionnée. Parfois, comme c'est le cas ici, le budget est plus grand que la contribution par projet. Donc, ça vous indique qu'il y en aura plusieurs qui sont sélectionnés. Et ça, pour moi, c'est un indicateur qui va m'aider à, par la suite, mieux focaliser les activités proposées dans la proposition que je vais rédiger. Puisque, donc, par exemple, si c'est un budget pour un seul projet,
j'ai tendance à penser que la Commission va chercher un projet qui est un peu plus général en termes géographiques, qui va pas seulement forcément se focaliser sur une zone géographique précise, mais appeler à contribution à différents partenaires au niveau européen, à différents secteurs. Tandis que pour des appels à projets qui sont divisés en diverses contributions, j'ai tendance à penser qu'il y a potentiellement que si je mets en avant une proposition qui est plus focalisée sur un secteur ou une zone géographique, cela pourrait tout de même être intéressant pour la Commission européenne. Donc, je passe rapidement sur les diverses conditions d'éligibilité qui sont indiquées assez clairement sur le site Internet et que Clara a également évoqué auparavant. Sur ce work program, vous allez avoir des informations qui sont vraiment très intéressantes sur donc, les outcomes, les résultats attendus du projet, sur donc, les bénéficiaires principaux, et puis ce qui est le plus intéressant également pour moi, sur les activités qui sont attendues dans la mise en place du projet par le consortium qui l'obtiendra. Et donc, ça va beaucoup aider à rédiger la proposition pour vraiment la focaliser en réponse à ces activités qui sont décrites dans le Work Package. La prochaine étape, donc une fois que j'ai identifié un projet qui me paraît intéressant, donc je vais aller directement sur le site de la Commission européenne. Est-ce que vous voyez bien que j'ai changé d'onglet? Oui, oui. Ok, parfait. Oui, pas de problème. Super. Donc, vous allez sur le site de la Commission européenne, donc le Funding and Tender Opportunities, qui est l'endroit où tous les funding and tenders de la Commission sont listés au fur et à mesure qu'ils sont ouverts. Donc, vous avez plusieurs filtres possibles pour donc, regarder la période de financement, le programme. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est Horizon Europe. Vous pouvez regarder par type d'appel à projet, par le code de l'appel, différents autres critères. Très franchement, c'est vrai que le système peut parfois, le système des filtres peut être un peu complexe à comprendre, donc je préfère directement, si j'ai déjà un projet très spécifique en tête, ce qui est le cas ici donc pour le IE, taper le code pour le retrouver donc directement ici. Donc là, vous avez encore quelques détails supplémentaires sur la date d'ouverture de l'appel au projet, la date à laquelle le projet doit être soumis ou déposé sur ce site. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas forcément déjà postulé à ce type d'appel à projet, de commencer très en avance à préparer le consortium et la proposition, parce que donc généralement moi je commence au minimum 4 mois avant la date de dépôt, la date maximale de dépôt de la proposition, puisque vous allez le voir, cela prend quelques temps. Donc la première étape, ce sera de bâtir un consortium avec d'autres partenaires donc européens pour répondre à cet appel à projet. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des partenaires qui sont très complémentaires de ce que vous pouvez proposer. C'est-à-dire, généralement, vous allez le voir, des appels à projets qui sont assez complets. Donc, un partenaire unique ne va pas forcément pouvoir remplir toutes les activités de la manière la plus adéquate. Donc, il faut chercher des acteurs qui vont vous aider à compenser pour les faiblesses de votre organisation, les services ou ce que vous avez moins l'habitude de proposer. Ce que je conseille, c'est cela a été mentionné aussi dans les présentations précédentes, mais d'avoir des consortiums, de bâtir des consortiums qui sont géographiquement divers, notamment en incluant des pays et des organisations dans des pays d'écosystèmes d'innovation moins développés, puisque c'est souvent quelque chose que la Commission recherche dans les appels à projets, c'est vraiment de bâtir ces connexions entre écosystèmes, quel que soit leur niveau de développement, et avoir ces
cet échange de connaissances. Donc, je conseille de ne pas seulement avoir des partenaires français ou des partenaires français, belges, suisses, d'avoir plus de diversité géographique aide à obtenir, je pense, ou à favoriser en tout cas la réussite de l'appel à projet. Pour donc postuler à un appel à projet, vous devez d'abord donc vous inscrire pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle un numéro PIC de la Commission européenne. Donc, c'est un processus assez simple que vous pouvez effectuer ici. Une fois que vous avez un compte donc, sur ce portail, vous aurez accès à un compte personnel où vous pourrez voir les propositions auxquelles vous êtes en train de postuler ou auxquelles vous avez postulé qui sont listées. Donc là, vous voyez les miennes, rien de secret, c'est toutes des propositions qui sont passées ou alors qui vont venir très, très rapidement, donc trop rapidement pour postuler maintenant. Mais donc voilà, ça vous donne une idée du type des propositions auxquelles que vous avez dans votre portefeuille actuellement. La première étape, une fois que, pour bâtir une fois que vous avez commencé à échanger avec des partenaires de consortium, c'est de décider qui va être le coordinateur du consortium. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre trop à la légère parce que c'est vrai que c'est un travail qui est assez important, non seulement lors du développement de la proposition, mais aussi pour la gestion du projet, beaucoup de reporting à faire, beaucoup de responsabilités administratives engendrées par la prise de ce rôle. Donc, personnellement, moi, je n'ai jamais été coordinatrice justement parce que cela prend énormément de temps et de capacité administrative. Mais il faut donc trouver une organisation dans le consortium qui sera disponible et adéquate, qui sera prête à mettre les ressources suffisantes pour être coordinatrice. Une fois donc que le consortium est établi, vous allez donc pouvoir commencer à rentrer dans le système, les différents éléments qui sont nécessaires au dépôt du projet. Il y a notamment donc deux parties principales, ce qu'on appelle la part A et la part B dans les réponses aux appels à projets. La part A, c'est la partie administrative. Donc, c'est en fait le coordinateur qui va devoir collecter de tous les partenaires du consortium pas mal de données administratives sur l'organisation, sur les membres les membres les personnes dans l'entité partenaire qui vont gérer l'activité. Il faudra avoir à ce moment-là des CV spécifiques qui sont demandés à un certain format de la Commission européenne. Ça, vous pouvez trouver ça assez facilement en ligne. Et je vous conseille de commencer donc ce processus pour collecter ces informations très en avance, donc encore une fois au moins 3-4 mois avant la date maximale de dépôt, puisque cela peut prendre du temps à collecter, surtout si ce sont des informations que le partenaire n'a pas l'habitude de donner. Il y a par ailleurs certains documents qui seront demandés soit lors du dépôt, soit si votre proposition est sélectionnée pour passer à l'étape d'après. Et cela également, je vous conseille de les préparer assez en avance, puisque parfois il y a des dates limites très proches qui sont données par la Commission européenne. Et si on n'a pas les documents qui sont prêts, il y a toujours une incertitude sur le fait est-ce que la proposition sera rejetée si on ne peut pas donner ces documents. Donc, il s'agit par exemple de la preuve de contribution à la sécurité sociale, de la preuve de différents documents financiers. Vous pouvez les voir listés encore une fois sur le site de la Commission. Et un élément qui est important à savoir, c'est qu'il demande également un extrait de casier judiciaire de l'entité légale, ce qui n'existe pas en France. Donc, pour cela, ce que nous l'on fait, ce qui a toujours été accepté par la Commission européenne jusqu'à présent, c'est d'envoyer à la place une déclaration sur l'honneur de notre directeur juridique ou d'un
d'un représentant officiel de l'organisation, ainsi qu'un extrait des articles de loi français qui indiquent qu'une organisation, qu'une entreprise ou une entité juridique en France ne peut pas avoir de casier judiciaire. Pour finir rapidement, donc la partie A, la partie administrative, la partie B consiste en le contenu vraiment de la proposition. Et ça, vous pouvez encore une fois trouver ce template, ce modèle en ligne. Et c'est là où, en 30 pages maximum, ce qui est à la fois très bien puisque ça permet de synthétiser, mais aussi peut être un défi pour synthétiser toutes les idées. Vous allez indiquer donc quels sont vos objectifs, votre méthodologie, déterminer des KPIs très précis. Et à ce stade, il faut faire très attention puisque ces KPIs vont après vous suivre tout au long du projet. Donc, il ne faut pas trop les surestimer. Il faut vraiment être le plus réaliste possible. L'impact donc que vous attendez dans le projet, quelles sont vos forces vos forces et les forces des autres partenaires. Donc, pourquoi c'est vous qui devriez mettre en place ces activités par rapport à d'autres projets. Et puis, bien sûr, le budget qui doit être dans le budget total mentionné dans l'appel à projet. Voilà, je vais m'arrêter là et je repasse donc la parole à Clara. Merci beaucoup. Merci Fanny, c'était très très clair. Du coup, je profite de la fin des 2 présentations de BPI pour remercier BPI de votre présence aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beaucoup de thématiques en commun et c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Donc voilà, on avait un programme très riche, on a pris un petit peu de retard, mais je souhaiterais dédier quand même 10 minutes de questions-réponses. Donc voilà, aux intervenantes, si vous pourriez rester, sinon je récolterai les questions au besoin si vous devez partir et je vous les orienterai. Nous avons une question qui, je pense, s'adressera à Fabienne. Sur Scale Up, il y avait un call Women Tech EU en 2021. Est-ce qu'il y en a un sur 2022 de prévu? Est-ce que vous pourriez nous éclairer? Merci Clara et aux participants pour cette question. Oui, en effet, on prévoit d'avoir un call Women Tech EU en 2022. Donc ça fait effectivement partie des. On a des révisions à enfin on a des amendements au programme de travail et donc en principe on va continuer ce financement parce que on a vu le taux de succès assez important. L'évaluation vient de se terminer pour Women Tech EU. Les résultats vont sortir bientôt, donc effectivement, on prévoit de continuer cette action. Super, merci. Alors, une question concernant le Call Connect. Y a-t-il un maximum, une limite de dépenses RH pour cet appel à projet? J'ai avec moi la PCN Cécile, PCN Jurfine. Donc, il s'agit d'un call CSA. Donc, dans ma compréhension, il y a 100% des coûts couverts. Donc, Cécile, est-ce que tu es là? Cécile Barra? Oui, je suis Oui. Si là, tu Clara. pouvais préciser peut-être et répondre par rapport à cette question des dépenses RH. Alors, il me semble que tu as dit tout à l'heure que le financement était en lump sum. Oui, Donc, on tout est à sur fait. une base de financement forfaitaire. Et à ma connaissance, non, il n'y a pas de maximum RH. Mais c'est peut-être à confirmer. Mais je vois que Madame Gauthier fait non de la tête non plus. Donc, peut-être je suis dans le bon sens pour la réponse. Merci Cécile, merci beaucoup. Si je peux, merci Cécile. Si je peux juste compléter, en fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport aux coûts, par rapport aux coûts éligibles sur les projets. Sous écosystème, on n'a pas innové en termes on n'a pas changé les règles pour les projets, pour le type de projet à financer. Donc on applique les règles traditionnelles qu'on applique sous les programmes cadres en fonction sous les programmes cadres Horizon 2020, Horizon Europe, pour les CSA, pour les co-funds, etc. Donc ça reste les mêmes règles. On n'est pas dans l'optique de l'IIC qui a des nouveaux types de financement et donc c'est vraiment classique hein, comme mode de financement, comme type d'éligibilité des coûts. Donc voilà, il faut se référer aux règles de participation, se référer au programme de travail et se référer au modèle de contrat
contrat, au Model Grant Agreement qui s'applique pour ce type de projet. Donc il n'y a pas de bouleversement comparé à ce qui se passait précédemment. D'accord, merci. Et du coup, j'en profite pour les prochaines questions du coup, sur le financement. Sachez que sur le PowerPoint, donc sur mon PowerPoint, j'ai une section annexe que vous découvrirez qui renvoie à tous les liens hypertextes de documentation pour justement, donc à la fois les liens présentés par Fanny, mais aussi les liens plus proposés d'ailleurs par le PCN juridique et financier du MESRI. Donc voilà, il n'y a pas de surprise en soi, mais si vous voulez creuser, vous aurez tous ces éléments de réponse dans tous les liens indiqués. Donc, il y avait une question sur l'outil qui permet de définir le degré de maturité d'innovation des régions. J'y ai répondu, je le dis juste à l'oral. C'est principalement le Regional Innovation Scoreboard et le European Innovation Scoreboard, mais vous verrez dans le call, on explique tout en fait. On explique si ces deux critères ne conviennent pas, comment ensuite, pour d'autres types d'entités, on peut évaluer ce niveau de maturité en termes d'innovation. Alors, le call scale-up, la durée maximale ou minimale du projet, j'ai également répondu, elle n'est pas explicitée, mais c'est comme l'a dit Fanny, en fait, il faut aussi se baser donc, sur les durées types pour les CSA, mais sur le budget qui est proposé. Donc voilà, vous ne pouvez pas faire une activité de 3 ans extrêmement riche si le budget ne vous le permet pas non plus. Donc c'est à vous aussi de vous projeter en ce sens. Ensuite, j'ai invité Nexa à me contacter par mail directement. Et il me semble, voilà, par la suite, il y avait des questions sur Eurostars. Alors, pour une université, nous avons plusieurs projets Eurostars. Si je comprends bien, maintenant, un projet à la fois. Donc, alors, je sais, Charlotte, je ne sais pas si avec ces éléments, tu peux répondre ou si tu souhaites peut-être que... Je vois pas. Alors, c'est la question de Nicolas Dupuis. Ok, pour une À 11h03. Ah, il y a une main qui se lève, donc Monsieur Dupuis. Oui, alors c'est exactement ça. C'est un projet à la fois, et donc c'est pour cette raison que la durée des 3 ans, qui est le terme de développement qui est demandé dans Eurostars. Et donc oui, effectivement, en tout cas pour cet appel-là, on ne peut pas cumuler tous les ans un nouveau projet parce qu'on a un budget qui est limité. Le but est de pouvoir financer le plus de projets prometteurs et non pas financer tous les ans les mêmes partenaires. D'accord, merci Charlotte. Donc, est-ce que vous pourriez également mettre dans le chat la liste des pays membres de Eurostars? Il y a une question Oui, bien à ce sûr, sujet. je vais vous envoyer le lien. Merci beaucoup. Je vais vous envoyer le lien. Ensuite, il y avait une question qui permet du coup de faire un petit peu un rappel de tout ce qui a été présenté aujourd'hui et ce qu'on essaie du coup de pousser en vous invitant à appeler, c'est qu'il n'y a pas de spécialisation thématique attendue dans l'école EIE. C'est bottom-up, c'est ouvert. C'est un petit peu, si vous voulez, pour vous le terrain pour même tester, pour vous lancer dans les projets européens. On n'attend pas une thématique ciblée, justement, à la différence de l'EIT, parce qu'on me demandait quelle est la différence avec l'EIT. Voilà, on n'attend pas de vous un domaine spécifique, la santé, le climat, l'énergie, etc. Donc, allez-y. Si vous avez vraiment l'impression que votre idée peut répondre au call, que vous pouvez proposer un renforcement d'écosystème dans un domaine quand bien même spécifique, allez-y. Alors, donc à nouveau une question de Nicolas Dupuis, donc je suppose pour Eurostars, qui parlait du critère pris en compte au niveau de l'entité légale ou des laboratoires. Donc là, peut-être Monsieur Dupuis, si vous pourriez expliciter, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Oui, je veux bien, bonjour. pardon, j'ai écrit mes questions pendant la c'est présentation. tout, Et du coup, mais non, mais c'est très bien. Oui. pas précis. En fait, ma question, elle est sur, voilà, ça rejoint la question d'avant sur une université. Quand on conventionne avec BPI, on conventionne souvent avec le laboratoire qui est indiqué, mais l'entité légale, nous, officiellement, c'est l'université. Et du coup, ça veut dire qu'un projet à la fois pour l'entité légale ou les différents laboratoires peuvent avoir des projets Eurostar? Non, c'est pareil, en fait, c'est le cas pour tous les partenaires. C'est pas que le project leader ou c'est pas que l'entité légale. Alors après, à partir du moment où si c'est de la sous-traitance, ils peuvent effectivement participer s'ils ne sont pas nommés dans le consortium. Mais en revanche, à partir du moment où ils sont nommés en tant que partenaires dans le consortium, c'est tous les 3 ans. Ok, merci.
Du coup, Charlotte, une autre question pour toi. Les startups sont-elles considérées comme des entreprises en difficulté pour une période entre deux levées de fonds, par exemple? Non, alors c'est pour ça que je vous mettais, c'est très important, et notamment, beaucoup de startups sont en contact déjà avec, les directions régionales BPI France. C'est important en fait d'être en lien, justement avec les chargés d'affaires, parce qu'on est bien conscient, et nous, enfin, la direction de l'innovation, finance le risque, hein. Donc, on est conscient que, sur 3 ans, il peut être très compliqué pour une jeune start-up, d'avoir exactement les fonds. Mais donc c'est souvent soit sous condition de levée, soit c'est en fonction du track record de la startup. Mais si par exemple, on a le cas d'entreprises qui, par exemple, depuis 9, et ça nous est arrivé depuis 9 ans, disent qu'elles vont lever, n'ont jamais levé, sont toujours en difficulté, n'enchaînent que par exemple des Eurostars ou des subventions, mais n'arrivent ni à commercialiser ni à lever. Bah là, pour le coup, on considère qu'ils ne seront pas en capacité ni de commercialiser après, ni d'avoir cette capacité financière. Après, si c'est une start-up qui est enfin voilà, qui est ultra prometteuse, qui a fait un premier seed ou une première CIA qui est très prometteuse et qu'ils ont juste un petit laps de temps intermédiaire, ce sera pas rédhibitoire parce qu'on reste sur des projets d'innovation. Donc évidemment, on ne vous demande pas. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre contact avant pour justement que chaque cas soit pris en compte parce que ça peut être considéré comme subjectif, même si ça ne l'est pas. Mais c'est plein de petits critères ajoutés qui contribuent. Merci Charlotte. Du coup, deux autres petites questions pour toi. Quel est le plafond du DIAC PTI et le taux de succès de Eurostars? Alors, le taux de succès d'Eurostars, Quelqu'un a indiqué 30%, mais je voulais voir voilà. avec toi Alors, si je pense que c'est un tout petit peu plus bas, mais enfin, on est quand même justement sur un taux assez élevé hein, de succès. Donc, c'est pour ça que je disais que par rapport à pas mal d'autres projets d'Horizon Europe, parfois, c'est plus facile d'accès pour un premier projet collaboratif. Donc, ça peut être un premier test aussi avant de s'essayer à Horizon Europe en fonction des projets, parce que bien évidemment, il y a quand même ce côté market access qui est très important. Et ensuite, pardon, la deuxième question, c'était... C'était le plafond du DIAC PTI. C'est 50%, c'est 50% de la prestation TTC avec un maximum de 25 000 € hors taxe de prestation. Donc en gros, c'est 12 500 € hors taxe max qui seront financés par BPI France. Et donc le consultant va présenter sa facture de 50% à l'entreprise et nous réglons les 50% restants. D'accord, merci. Du coup, je vous propose de prendre une dernière question pour ne pas non plus trop Je suis désolée, je peux vous mettre aucun lien parce que on a des problèmes de proxy, donc on ne peut plus se connecter en ligne sur les différents navigateurs. D'accord, je vais pas copier chercher les liens et vous les envoyer, mais je pourrais les envoyer a posteriori D'accord. dans un email ou avec une présentation. Je suis désolée. Merci. Du coup, je vous propose de prendre une dernière question parce que nous avons déjà un petit peu débordé. Je vous envoie là en direct mon mail. Donc, en tant que PCN, comme l'a dit Madame Gauthier, n'hésitez pas à revenir vers moi, même si c'est pour être réorienté éventuellement vers Charlotte ou Fanny de la BPI. Voilà, je suis votre interface pour de futures questions. Et du coup, une autre question que j'avais vue, excusez-moi. Alors, du coup, peut-on dire que le fonctionnement de l'EIE est similaire à celui des ERANET et des JPI? L'UE donne de l'argent à des prestataires locaux pour financer des projets selon leurs règles financières dans le cadre des ERANET. C'est souvent l'ANR le bailleur. Ici, ce serait donc plutôt la BPI. Si oui, quels sont les autres bailleurs identifiés? Donc, je ne sais pas si Madame Gauthier ou... Oui, je veux bien répondre. En fait, il y a des similarités avec Eranet, notamment ce que Clara a présenté tout à l'heure, avec les co-funds, par exemple. C'est assez similaire parce que là, si vous regardez les acteurs cibles, on a l'intention aussi de mettre en réseau ou mettre en connexion les autorités publiques locales, régionales, nationales. Mais un Eranet, si mes souvenirs sont exacts, c'est essentiellement des ministères, des entités publiques, des autorités publiques. Et donc, on n'a pas forcément des consortia avec qui lancent des calls, enfin, si c'est par le passé, qui pouvaient lancer des calls aussi, qui sont le consortium,
il est constitué de ces entités-là. Alors que dans le co-fund qu'on a sous les écosystèmes, c'est beaucoup plus large parce qu'on peut intégrer tout type d'acteurs. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une région qui veut constituer un consortium avec une ville, avec des investisseurs, avec des universités, avec des startups et des PME, c'est possible. Donc la logique de l'instrument en tant que tel, elle est assez similaire parce que c'est un co-fund, mais je pense que la dynamique du projet et la manière dont on constitue le consortium, c'est pas tout à fait la même. Cela dit, on peut effectivement avoir des co-funds qui vont avoir 5, 6, 7 ministères ou tout dépend en fait de l'objectif du projet. Mais il faut bien garder à l'esprit que pour Connect surtout et aussi pour Scale Up, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les différents acteurs des écosystèmes, ils rentrent en connexion, ils se mettent en contact. Donc évidemment, un consortium avec que des entités publiques, par exemple, ça peut présenter de l'intérêt, ça pourrait très bien être un projet qui est soumis, mais on veut quand même avoir cette diversité cette diversité d'acteurs dans un consortium. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça va être éliminé. Si le projet est excellent, il va pouvoir passer. Mais voilà, c'est vaste. C'est plus large, je pense, qu'un Eranet, même si dans l'esprit, ça peut y ressembler d'une certaine manière. Merci Madame Gauthier. Écoutez, je vous propose de terminer ce webinaire. Peut-être un petit mot de conclusion de ma part. Donc à nouveau, merci beaucoup aux intervenantes. Merci Madame Gauthier. Merci Charlotte, merci Fanny pour l'intervention de la BPI, pour la complémentarité de nos présentations. Je pense qu'ensemble, on a essayé de dresser un portrait plutôt clair de l'UIE, je l'espère. Donc voilà, encore une fois, je prends note des questions. Surtout, je vois que c'était des questions reliées au financement. Donc de 1, vous aurez accès au replay et aux différentes présentations proposées aujourd'hui. Je vous mets mon mail. Je vous mets également l'inscription vers la liste Relais Horizon Europe. Je vous invite à vous inscrire sur la thématique écosystème d'innovation EIT, donc la thématique que je couvre. Je compte, voilà, j'y partage régulièrement de l'information et je compte organiser prochainement d'autres webinaires, notamment lorsque nous aurons enfin des projets EIE, un petit peu pour vous montrer ce que cela peut donner. Donc, je ne sais pas si mes intervenantes ont un petit mot de conclusion également. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je voudrais remercier Clara. Je vous remercie beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. C'est très important pour nous aussi de venir présenter nos programmes. Et puis, en tout cas, de mon côté, c'est très instructif également, les intervenantes aujourd'hui et votre présentation, la manière dont notre programme est perçu. D'avoir ce regard extérieur, ça permet de voir aussi si on a choisi les bonnes actions, si certaines suscitent de l'intérêt ou pas. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant et je trouve que c'est une belle complémentarité d'avoir le niveau européen et national ensemble. Donc merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je pense que Clara certainement pourra relayer si nécessaire. Mais merci pour votre intérêt et puis au plaisir s'il y a d'autres sujets à présenter. Le portfolio de mon unité est vaste, donc avec grand plaisir. Et puis à la prochaine pour les prochains calls. Donc tout le succès pour les calls et puis encore merci pour votre intérêt. Merci beaucoup. Voilà, et on vous envoie toutes les informations. N'hésitez pas à nous contacter. On sait qu'il y en a à foison. Et on essaie de vulgariser, rationaliser au maximum pour rendre tout ça accessible. Parce qu'on sait que vous avez aussi autre chose à faire, notamment gérer vos entreprises. Merci à tous et merci à Clara pour cette organisation du séminaire. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée, merci. Au revoir.